Yes, terminal LES. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre plateau de l'émission C'est dans l'air. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez tabou en France, qui est le harcèlement au travail. Donc je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs questions au numéro indiqué sur l'écran. Qui est le 06 24 83 24 87. Alors bien sûr, vous vous demandez qu'est-ce que le harcèlement, Pierre, vous savez? Pas vraiment, non. Alors le harcèlement, c'est un enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement l'individu qui est la victime. Donc ce type de comportement peut être habituel et peut avoir des conséquences particulièrement graves sur le statut social et physique de la personne. Il peut s'agir de harcèlement moral, comme des insultes, des menaces ou d'agressions physiques chez un ou plusieurs individus, parfois différenciés à cause de leur couleur de peau, religion, genre, sexualité, ou autres comme les capacités physiques ou morales. Donc en présence sur ce plateau, nos spécialistes, donc Émilie Santos Valerio, cadre dans une entreprise qui a subi des cas de harcèlement par son patron. Également Laura Milo, non, si Laura Milo, excusez-moi, je ne l'avais pas vu, PDG depuis 10 ans, qui a été accusé 2 fois d'harcèlement sur ses employés. Ici nous avons Jeanne Régnier qui est avocate et ici Estelle Ligereau qui elle a été victime de harcèlement au travail. Donc je leur laisse la parole avec grand plaisir. Mais avant, il y a un petit reportage pour nous expliquer, pour mieux comprendre ce que c'est. Il est signé Juliette de Vichère et Angélique Combe. Aujourd'hui, on va faire la couverture d'Avril. Qui va me présenter son projet? Moi. Vas-y. Alors, pour la couverture, j'avais pensé à des chiens. C'est nul. Ah non, c'est nul. Asseyez-vous, Sophie, mais vous êtes incompétente. Vous êtes incompétente. Bon, Léo, j'en fais ma niveau, Léo. Donc quant à moi, pour le 8 avril, j'avais pensé à quelque chose de beaucoup mieux, un truc avec des lapins. Oui, c'est bien, ça c'est frais, c'est printanier. Oui, c'est bien. Pour ravir la ménagère, j'avais pensé à mettre le titre du journal en rose. Ah, mais Léo, c'est tout à fait ça, mais c'est ça, c'est le truc. Oui, on verra. Et donc après, j'avais pensé à prendre une photo d'un artiste néerlandais germanophone. Ah, mais Léo, mais c'est tout à fait la tendance du moment. Un artiste plasticien, donc le lapin, voilà. Et, Léo, vous êtes un génie, c'est pour le fond, j'avais pensé à un fond blanc. Oh, mais Laura, vous savez que c'est magnifique. De manière à ravir le lapin. C'est bien, Léo. D'accord, donc attendez 30 secondes, je vais vous montrer ma. Allez-y, Léo. Tenez. Mais c'est tout à fait ça. Léo, ce soir, vous avez fini à quelle heure? Je dois finir à 20h pour terminer la. Eh bien, je vous libère à 17h30, on va boire un café ensemble. D'accord. Et bien, très bien, votre une, Léo. Merci madame. Encore vous, Sophie. Sophie, vous êtes nulle. Vous êtes nulle, Sophie. Sortez de ma vue, dégagez. Mais qu'est-ce qu'il me fait trop. Merci à nos reporters. Donc maintenant, nous allons interroger nos spécialistes qui sont présents sur ce plateau. Donc je vais commencer par vous, Émilie Santos Valerio. Donc comme je l'ai dit auparavant, vous êtes cadre dans une entreprise et vous avez subi des cas de harcèlement par votre patron. Racontez-nous ça. Bonjour, je m'appelle Émilie, je viens d'avoir 30 ans, je suis mariée avec 2 enfants de bas âge. J'ai beaucoup hésité avant de venir, mais poussée par mon mari, j'ai décidé de faire partager mon histoire. Il y a 3 ans environ, j'étais donc cadre dans une entreprise de fonte et mes collègues étaient à 80% des hommes. Mon patron, un homme bienveillant au premier abord, a changé de comportement au fil du temps. En effet, j'ai très vite monté les échelons et je pense qu'il n'a pas supporté qu'une femme puisse avoir des responsabilités. Au début, c'était occasionnel, une petite vanne sur les femmes, puis des moqueries, des phrases de plus en plus sexistes, des gestes déplacés. Mes collègues ont commencé également à faire des petites réflexions, sans penser que mon patron pouvait aller jusqu'aux gestes déplacés. C'était tous les jours après. Je ne pouvais même plus venir en tailleur au boulot sans me faire siffler ou qu'on me fasse de lourds sous-entendus. J'ai d'abord pensé que c'était de ma faute. J'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit que de ne pas me laisser faire.
mais je n'osais pas réagir. Pourquoi me demanderez-vous? J'étais la seule source de revenus à la maison car mon mari s'occupait de nos filles. J'en ai alors parlé avec un de mes collègues qui avait déjà remarqué certains comportements vis-à-vis de moi. Il m'a dit vouloir m'aider. Il m'a parlé alors d'une association, l'ADCHM, contre le harcèlement du travail. Après plusieurs échanges avec d'autres personnes et au bout de quelques semaines, j'ai enfin réalisé ce qui se passait, que ce n'était pas de ma faute. J'en ai alors averti la police, qui a interrogé mon patron. Suite à cet événement, après quelques jours, il a décidé de démissionner et certains de mes collègues se sont excusés, ne pensant pas que c'était aussi grave que ça. J'ai pu garder mon emploi et je fréquente toujours cette association pour aider d'autres personnes qui ont été dans le même cas que moi, voire pire. Et aussi pour moi, car aujourd'hui j'ai toujours beaucoup de mal à faire confiance à ceux qui m'entourent. Merci de votre témoignage. Alors maintenant, je vais interroger Madame Jeanne Régnier, qui est avocate et qui, elle, est spécialiste dans ce domaine d'harcèlement. Oui, bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis avocate. J'ai défendu il y a 2 ans une jeune femme ayant subi 2 formes de harcèlement dans sa vie professionnelle. Elle était victime d'un harcèlement moral et d'un harcèlement sexuel par son supérieur hiérarchique dans l'entreprise où elle travaillait. N'osant pas en référer à son employeur du fait d'un sentiment de honte, elle a fini par être dépressive et préféré démissionner. Mais elle a compris après plusieurs mois qu'il ne fallait pas en rester là et elle a pris un rendez-vous avec moi. Je lui ai alors proposé 2 possibilités qui s'offrent aux victimes dans ce cas de figure. Soit aller devant le Conseil des prud'hommes pour faire requalifier sa démission en licenciement abusif pour pouvoir obtenir des dommages et intérêts, soit agir au plan pénal en saisissant le tribunal correctionnel pour poursuivre le coupable, ces 2 actions pouvant également être engagées simultanément. Souhaitant surtout que son agresseur soit reconnu coupable et elle-même victime, elle a fait le choix d'une action pénale, signe d'un problème encore tabou. Elle craignait en effet que ses collègues et son patron soient informés des faits et se moquent d'elle. Il ne la croit pas, car il est toujours assez difficile de prouver ce genre de comportement, du fait qu'il n'y a en général jamais de témoins. Ce que j'ai retenu de cette affaire, c'est qu'elle aurait pu rester sur cette mésaventure par honte et par tabou, et je pense qu'elle est loin d'être la seule. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel au travail n'est plus un tabou en France, grâce à la loi de 1992 qui le qualifie de délit. Les victimes de harcèlement sexuel au travail peuvent donc légalement se défendre, mais pour le harcèlement moral au travail, c'est autre chose, car il n'est ni reconnu par la loi, sinon comme une mauvaise condition de travail devant le Conseil des prud'hommes. Donc vous comprenez que les actions pour ce type de harcèlement devant le Conseil des prud'hommes ne vont jamais bien loin, faute de preuves, et ceci reste encore un tabou, pourtant constitutif de violences perverses quotidiennes. De plus, je pense que beaucoup de personnes qui sont victimes de harcèlement au travail ne se plaignent pas par peur de perdre leur travail ou par pudeur, car c'est un sujet assez délicat. J'ajouterais pour conclure qu'à mon avis, le harcèlement au travail est un sujet en France qui a pu évoluer en faveur des victimes grâce à des lois, mais que le harcèlement moral au travail reste encore tabou par l'absence de législation spécifique. Le fait de légaliser ferait tomber ce dernier tabou. D'accord, merci. Mais comme l'a signalé auparavant Madame Santos Valerio, il y a une association qui existe pour aider ces victimes de harcèlement. Et vous pensez que plus de victimes seraient susceptibles d'y aller? Oui, parce que maintenant, il y a quand même de l'information. Mais est-ce que c'est toujours aussi facile pour une personne qui a subi cette pression d'aller justement vers une aide? Quand elle est seule, c'est difficile, mais en général, elles finissent par en parler et se diriger vers ces associations ou vers des avocats. D'accord, merci de votre témoignage. Donc, vous Estelle, vous avez vous aussi subi une pression au travail. Comment vous en êtes sortie? Comment avez-vous réussi à vous délivrer de cette pression et quelles ont été les conséquences? Alors bonjour à tous, je m'appelle Estelle, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire et savoir comment je m'en suis sortie. Donc j'habite dans le sud de la France et à l'origine je suis assistante de direction en hôtellerie. J'ai été victime d'un harcèlement par mon directeur qui était une personne sans scrupules et qui avait trouvé toutes les combines pour pouvoir nous manipuler. Donc son plan d'action était très simple, hein. Il nous dénigrait à longueur de journée, ce qui nous faisait culpabiliser. Et on ne pouvait rien dire parce qu'on avait vraiment très peur de se faire envoyer.
Donc des injures telles que chimpanzé ou pourriture faisaient mon quotidien dû à mes origines antillaises. C'était un travail que j'appréciais énormément, mais c'est une ambiance qui me pourrissait totalement la vie. Et ce cauchemar a duré pendant 2 ans, de septembre 2009 à juillet 2011. J'ai toujours été muette sur ses propos, ses menaces ou ses coups. Il avait des comportements très durs psychologiquement et physiquement. Jusqu'au jour où mon mari a découvert par hasard un message de mon patron, car celui-ci avait réussi à avoir mon numéro de téléphone privé par une de mes collègues. Et donc il m'envoyait des messages pendant mes vacances, mes repos, pour m'injurier, pour me rabaisser plus bas que terre. Et quelques mois plus tôt, j'avais gardé quelques preuves, peut-être dans l'objectif de m'en sortir plus tard. Donc j'avais des photos de mes coups, j'avais gardé des SMS. Et donc j'ai décidé de sauter le pas. Je me suis rendue à la police et j'ai décidé de porter plainte. J'avais enfin décidé d'affronter celui que je caractérisais comme un monstre. J'avais perdu énormément de poids, je mangeais plus, je dormais plus, c'était un enfer. J'ai donc été entendue par des policiers, une enquête est ouverte et ils ont décidé de recenser les potentielles victimes de mon directeur. Donc il y en avait 6, enfin celles qui ont parlé. Et donc l'enquête s'est poursuivie, j'étais en arrêt de travail pendant 8 mois. Et le procès s'est déroulé le 24 août 2012, qui s'est soldé comme une victoire pour nous. Donc la loi de l'harcèlement moral, c'est l'article 222 du Code pénal, et donc il prévoit 15 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement. Sauf que pour nous, malheureusement, elle a été rééditée le 6 août 2012 et elle prévoit désormais 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Sauf que nous ne pouvons pas bénéficier de cette sanction car c'est la non-rétroactivité de la loi pénale dans le temps. Elle s'applique que si la sanction prévue par cette loi est plus douce que l'ancienne, ce qui n'est pas le cas. Sauf que 2 délits étaient joints, donc l'harcèlement moral plus les violences, puisque j'ai été frappée. Et donc la loi pour violences, qui ont entraîné une ITT de plus de 8 jours, prévoit 15 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc il a donc été condamné à 2 ans de prison, 25 000 € d'amende et 800 € de dommages d'intérêt pour chacune des victimes. Et une interdiction de rentrer en contact avec nous. Je m'en suis sortie grâce à mes proches qui m'ont poussée à sauter le pas, et grâce à des psychologues, parce que j'ai été suivie pendant, et toujours d'ailleurs, pour pouvoir m'en sortir psychologiquement. Donc j'apporte tout mon soutien aux victimes d'harcèlement et les encourage vraiment à se sortir de cet enfer. On sent beaucoup d'émotions dans votre témoignage. Alors, nous allons passer à la dernière des spécialistes. Mademoiselle Millot, vous êtes PDG. Alors, quelles sont vos réactions par rapport aux 2 témoignages? Car on a pu voir que, en plus d'une pression psychologique, des coups peuvent être portés. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou exprimer du fait de... Je rappelle déjà que notre PDG ici présent a été accusé de 2 fois de cas de harcèlement moral sur ses employés. On vous écoute. Oui, en effet, j'ai déjà été accusée 2 fois de harcèlement moral, mais en aucun cas, je n'ai jamais fait d'agression physique à aucun des employés. La première fois, j'étais cadre et j'ai été convoquée un matin par mon supérieur hiérarchique qui m'a annoncé qu'un de mes collègues m'avait accusé de harcèlement moral. À ce moment, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'accusation. Et donc après ça, je me suis renseignée. J'ai donc pris contact avec la personne qui m'avait accusée et nous en avons conclu qu'il était avantageux pour nous deux d'engager une procédure de médiation avec comme médiateur notre supérieur hiérarchique. Donc après de longs débats, nous avons signé un contrat permettant l'arrêt du harcèlement moral. Nous avons tous les deux été transférés dans
de secteurs totalement différents qui empêchent de nous côtoyer. Selon moi, je n'ai jamais eu aucun comportement digne d'une telle accusation. Cette accusation n'a pas eu de conséquences graves pour moi. Il y a 3 ans, j'ai subi le même type d'accusation. Cette fois-ci, j'avais déjà accédé au poste de PDG. La victime occupait un poste de cadre. Celui-ci n'a pas voulu procéder à une procédure de médiation et il a décidé de porter plainte au prud'homme. Cette personne avait réuni plusieurs preuves telles qu'un certificat médical prescrivant des antidépresseurs ainsi qu'un témoignage de sa femme attestant que j'étais responsable de la dégradation de sa santé morale. Cependant, les preuves étaient trop faibles et grâce à l'aide de mes avocats, j'ai réussi à me justifier. Il y a donc eu un lieu. Je fixe à chaque employé de l'entreprise des objectifs qui sont indispensables pour maintenir la bonne situation économique de l'entreprise. C'est vrai que ces objectifs peuvent être source de stress, mais je trouve important que mes employés se dépassent au quotidien dans leur travail. Je suis une personne de nature ambitieuse et je ne tolère pas le laisser aller dans le travail. Donc j'ai peut-être pu mettre la pression à certains de mes employés, mais c'était dans le seul but de les voir se dépasser et progresser dans leur fonction. Je n'ai jamais voulu nuire à qui que ce soit. Et je suis aujourd'hui à un poste important qui me donne beaucoup de pouvoir, mais pour en arriver là, j'ai dû moi aussi passer par des emplois avec plein de responsabilités, et à cette époque, mes supérieurs m'ont aussi poussé à me dépasser, et certaines fois parfois extrêmes. Depuis ma carrière, je n'ai jamais eu l'intention de porter plainte pour harcèlement contre un de mes supérieurs. J'en suis au contraire reconnaissante car sans eux et leur rigueur, je ne serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Donc dans certains cas, c'est vrai que le harcèlement moral peut avoir des dimensions extrêmes, mais il faut faire attention à ne pas accuser à tort. Donc pour vous, c'est normal de faire part d'harcèlement moral auprès de vos employés? Ça dépend ce qu'on appelle harcèlement moral. Et je trouve important de pousser les employés pour qu'ils puissent. Mais enfin, avec les exemples que vous nous avez cités, c'était plus que pousser. Les objectifs sont peut-être trop hauts justement pour vos employés. Peut-être que pour vous, ils peuvent, parce que vous avez peut-être la volonté, vous avez la détermination, mais vous n'êtes pas non plus comme vos employés. Est-ce que vous ne pourriez pas faire peut-être un peu plus attention, ou discuter avec eux de ces objectifs? Au jour d'aujourd'hui, j'ai pris du recul parce que j'en ai marre de me faire accuser d'harcèlement. Mais comme je l'ai dit, je suis une nature ambitieuse et je ne comprends pas quand on ne veuille pas. Si je leur fixe les objectifs, c'est que je pense qu'ils sont capables de les réaliser. Madame Ligereau, vous avez un mot à ajouter suite à ce témoignage? Pour vous, c'est normal que ce PDG traite ses employés de cette manière-ci? Moi, je pense qu'il faut peut-être que vous vous remettiez en question. Si des personnes, des fois, ça vous est arrivé. Donc, j'en dirais pas plus. Je pense que vous serez à leur place, vous direz. Mais j'ai été à leur place. Oui, mais. Et je pense d'ailleurs être moins sévère que certains de mes supérieurs. Et vous ne posez pas de questions sur le fait que vous Non, aviez au contraire, subi c'est ça ça. et pourtant vous le reproduisez. C'est ce qui m'a permis d'accéder au poste le plus important. Et vous pensez qu'il faut de l'harcèlement pour pouvoir accéder à des fonctions? Mais je n'appelle pas ça de l'harcèlement. Pourtant, on vous a accusé 2 fois quand même. À tort. Madame J'ai peut-être été une suggestion? Non. Peut-être que 2 preuves. Vous, les exemples que a cités notre PDG, est-ce synonyme d'harcèlement moral pour vous, en tant qu'avocat? Écoutez, j'ai pas été dans l'entreprise pour vérifier. Après, effectivement, il ne faut pas confondre harcèlement et pression. Mais je suis assez d'accord avec madame. Mais cet harcèlement, Madame Milot, ne serait-elle pas source de vengeance, comme vous l'avez dit autrefois, vous-même avez été victime d'harcèlement? Franchement, je ne dirais pas ça parce que justement, je trouve ça positif parce que ça m'a aidé à gravir. Pour vous, mais est-ce que pour vos employés, ça peut faire le même effet? Car rappelons-le que le harcèlement a des effets pervers, comme de la dépression qui peut même aller jusqu'au suicide. Je pense qu'il faudrait peut-être laisser certaines personnes poser des questions.
Exactement. Vous pouvez rappeler le numéro en question. Je le rappelle que vous pouvez envoyer, nous faire part de vos questions au numéro qui arrive. Au 06 24 83 24 87. Donc nous acceptons toutes vos questions. Nous espérons que le spécialiste puisse y répondre. Je demande aussi à ce qu'il soit signé, s'il vous plaît. Alors, une première question. Quel risque la direction si elle ne prend pas de mesures contre le harceleur? Quel est le risque? Que risque? Le risque. Marie Frétas. Alors, Madame Régnier, vous qui êtes avocate. Une amende, déjà, commencer. Sans plus, il ne peut plus. Ça Délit dépend, pénal, ça dépend de la plainte de la personne. Du harcèlement. Ça peut aller de la simple amende jusqu'au délit. Donc pour vous, il y a plusieurs degrés de harcèlement. Oui. Déjà, selon le degré de harcèlement, si c'est du harcèlement moral, le degré de harcèlement moral, c'est un harcèlement qui peut aller jusqu'au harcèlement physique ou sexuel. Ça dépend. D'accord. Merci beaucoup. En attendant que les questions soient reçues, je tiens à apporter tout mon soutien à notre victime, Estelle, qui déjà accepte de témoigner sans couverture de son vrai nom. Donc c'est très courageux de sa part, vraiment. Ouais. Alors, comment prouver un harcèlement sans la présence d'un témoin? Bien Estelle. C'est compliqué. Compliqué. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de témoin, il n'y a pas de preuve. Moi, j'ai réussi à avoir des preuves sans témoin, des messages. Oui, alors c'est la personne. Il n'y avait pas de témoin. des photos de beaucoup, vous avez dit. Des photos. Après, il peut. Une agression physique, effectivement, s'il n'y en a pas. C'est sûr qu'un harcèlement moral. Après, oui, voilà, s'il y a une agression physique, faire des certificats médicaux pour faire constater les blessures. Heureusement que vous avez pris les choses en main, parce que étant donné qu'il n'y avait pas de témoin, vous avez de la chance. Et vous, Madame Milo, comment vos employés ont-ils... Eh bien, un des deux avait apporté donc, un certificat médical parce des antidépresseurs. Cependant, ça venait d'un médecin quelconque et ça avait donc moins de valeur que si c'était un médecin du travail spécialisé. Et il avait aussi amené un témoignage de sa femme qui disait que c'était ma faute s'il était en dépression. Madame Régnier, est-ce que pour vous ce sont des preuves assez suffisantes pour parler d'un cas de harcèlement moral? En général, oui. Après, auprès du conseil de prud'homme, ça va pas très loin en général, du fait que c'est un tabou et qu'il n'y ait pas de témoin. Mais si la personne porte plainte au pénal, oui. Alors nous avons une troisième question. Comment faire en sorte que le sujet ne soit plus tabou en France? Très bonne question. Il faudrait déjà augmenter la communication, les informations pour les associations. Une association, rappelons-le, existe, l'association de défense contre le harcèlement moral, dont nous a fait part Madame Santos Valerio. Peut-être plus communiquer, parce qu'on ne sait pas forcément outre cette association. Plus accompagner les victimes. Et informer. Parce que moi personnellement, j'ai eu tout. Heureusement que j'ai eu un avocat qui était là pour m'épauler, pour me guider, parce que sinon je ne sais pas comment je me serais sortie. C'est toutes les démarches qu'on ignore quand on n'est pas dans l'engrenage. Est-ce que toutes les victimes ont assez de force justement pour aller vers ces aides? Faire le poste doit être quelque chose de très dur, j'imagine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se plaignent pas, par honte, par peur de faire le travail. C'est assez dur d'en parler. Tout le monde n'a pas une famille qui se fait épauler. Une question. Donc, en attendant la suite de ces questions, rappelons que l'association de défense contre le harcèlement moral siège à Paris
et qu'elle offre des aides téléphoniques tous les jours de la semaine. Donc voilà. Apparemment, il n'y a plus de questions venant des téléspectateurs. Chaque téléspectateur peut faire part de ses questions, de ses attentes, de ses opinions à propos de ce sujet. Nous attendons toutes vos questions. Et vous, Pierre-Yves, connaissez-vous des personnes qui ont été victimes d'harcèlement moral ou physique? Non. Une fois, mon père qui travaillait avant dans les banques, mais disons que la personne ne faisait strictement rien, elle faisait justement au contraire ralentir. Nous disons exercer entre guillemets une certaine pression, c'est-à-dire que ils lui ont demandé du travail, évidemment elle ne le faisait pas, elle trouvait toujours une excuse, soit pour redonner le travail, soit pour se mettre en congé maladie. Et donc petit à petit elle a décidé d'elle-même, par une petite pression, de démissionner, de partir. D'accord, donc ce n'était plus un coup de pression plutôt qu'un cas de harcèlement moral. Ça aurait peut-être pu aller loin, Qui sait plus loin. Elle a pris la bonne décision, non? À ma connaissance, pour l'instant, je n'ai jamais connu d'occasion. L'avez-vous? Non, je ne connais personne, merci. Oh. Alors, cela vient de Philippines. Au bout de combien de temps y a-t-il prescription pour un cas de harcèlement? On va dire. Il me semble que c'est 3 ans. 3 ans? C'est assez court. Au-delà de cette date, on ne peut plus rien faire. En général, par rapport aux preuves, etc., c'est assez compliqué après, au bout d'un certain temps. Est-ce que vous ne pourrez pas donner plus de temps pour justement que la victime... C'est pas vraiment ici. Mais c'est quand même assez court pour que la victime ait assez de courage pour en parler peut-être. Et vous, mesdames, si vous avez arrivé le jour, au bout de combien de temps à peu près vous avez décidé de franchir le pas? Il m'a fallu plusieurs mois. J'ai eu bien cette mois avant de me rendre compte que c'était pas de ma faute, que j'étais afin de vivre un harcèlement moral. À peu près un mois. Le temps de mettre tout en ordre, réfléchir. Et donc selon les personnes. En parler déjà avec la famille, parce que ça était au courant. Alors, comment reconnaître un harcèlement moral d'un comportement un peu trop exigeant et rabaissant une nouvelle page? Donc Madame Milo, elle qui connaît vous. Justement, le harcèlement moral, il est vrai que nos deux témoins ici ont subi un vrai harcèlement moral. Les coups portés sont inadmissibles. Ou ce sera un comportement un petit peu trop exigeant? Ouais, Vous préférez votre comportement un peu d'une pression profonde? C'est incapable, je ne sais pas totalement. Il ne faisait jamais le travail que nous fallait, dont tu parles plus. Ça avait tendance à me mettre un petit peu hors de moi. On peut traiter si collègue est incapable comme vous. C'est déjà pas mieux pour un président. Et vous, Mademoiselle Rémi? Après, effectivement, quand la personne porte plainte, il faut qu'elle puisse prouver que c'est au-delà d'un comportement un peu trop exigeant et rabaissant, mais plutôt normal. Et je suis justement là pour le montrer. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos téléspectateurs pour leurs questions si importantes. Merci à nos spécialistes. Merci à nos reporters qui nous ont donné quand même un reportage qualité, même si il y a eu des soucis techniques. Donc vous pouvez dès à présent nous retrouver sur notre site qui s'affiche actuellement et nous vous souhaitons une bonne journée. Surtout de nous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Évidemment. Merci à tous. Retrouvez-nous sur france5.fr.